Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Thiémane Hubert Coulibaly, ministre malien des Affaires étrangères. Avec lui, nous allons évoquer la situation sécuritaire du Mali, les 3 ans de l'accord d'Alger, mais également le climat politique à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet prochain. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'opposition, en ce moment, organise des manifestations interdites par les autorités. De quoi a peur le pouvoir? Rien du tout, voyons. Mais vous comprenez que nous sommes à une période délicate et l'État a besoin de tenir la maison comme il faut, comme on dirait. Moi, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu des propos venant de responsables de l'opposition qui était de nature à nous inquiéter. Quand un très haut responsable, un éminent responsable de l'opposition, en la personne de maître Boubacar Karamogo Coulibaly, a parlé de crocs de boucher, de machettes qui étaient en réserve pour réagir à ce que lui anticipait comme étant un conflit post-électoral, nous sommes en droit d'être inquiets. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence est décrété au Mali. Et qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement a pour souci d'éviter que des manifestations dans la rue ne soient des opportunités pour des éléments déstabilisateurs qui pourraient être infiltrés afin de créer une situation propre à nous conduire vers des dérives. Certes, les manifestations avaient donc été interdites par les autorités, mais c'est bien l'intervention des forces de l'ordre qui a mené finalement à ces heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Est-ce qu'il était nécessaire de disperser une manifestation qui était annoncée comme une marche pacifique à coups de matraque et de gaz lacrymogène? Est-ce que vous avez bien vu les images qui ont circulé? Moi, j'ai retenu l'image d'un policier qui a failli être lynché par les manifestants. J'ai retenu l'image de responsables de l'opposition qui ont décidé de quitter le siège d'un parti politique pour entamer une marche qui avait été interdite. L'article 7 de la loi sur l'état d'urgence est très clair là-dessus. Il était possible de tenir un meeting dans un endroit fermé, dans tout autre espace disponible dans la ville. Mais nous avons dit qu'à l'heure actuelle, les marches peuvent être des opportunités de déstabilisation pour des éléments qui sont de mauvaise foi. Et je vous rappelle encore une fois que nous appuyons sur les déclarations non seulement d'éminents responsables de l'opposition ou d'animateurs de ce camp-là qui aujourd'hui tiennent à créer un climat de tension, de crispation, de violence tel que l'État est obligé de contenir tout ça afin de rester concentré sur la préparation politique matériel des élections qui doivent se tenir le 29 juillet pour le premier tour. En parlant d'élections, justement, l'opposition a manifesté pour demander des élections libres et transparentes. D'où peuvent venir leurs inquiétudes? Nous avons révisé la loi électorale avec l'accord de l'opposition de manière consensuelle. Elle s'est abstenue à l'Assemblée nationale, mais elle n'a pas voté contre les amendements qui ont été apportés à la loi électorale. Le fichier électoral a été audité par un organisme indépendant. Et l'opposition était sur le siège, occupait le siège du rapporteur de ce comité d'audit. Tout ce qui est fait est consensuel. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous recevons les cartes d'électeurs et le ministre de l'Administration territoriale a invité l'ensemble des partis politiques à cette séquence-là, afin que tout ce qui se passe soit partagé, soit transparent et que les décisions puissent être le plus consensuelles possible. Et nous ne voyons pas aujourd'hui en quoi il faut donner des opportunités pour ceux qui ne veulent pas que les élections se tiennent, qui veulent nous conduire vers un chaos afin que le Mali reparte dans une situation d'exception. Je dois vous rappeler qu'en 2012, c'est encore à 2 mois des élections, qu'un coup d'État est intervenu, que des gens ont décidé de saboter notre processus. Et cette fois-ci, nous ne donnerons pas la voix à cela. Alors justement, il y a des inquiétudes sur l'aspect sécuritaire, une menace sécuritaire quand même qui pèse sur ces élections. Est-ce que vous avez des garanties à apporter sur la bonne tenue de cette élection présidentielle? Nous avons des garanties à apporter par rapport au travail que nous faisons pour que tout cela se passe bien. La situation sécuritaire est traitée sur plusieurs plans. Il y a un dispositif militaire qui conduit une lutte contre le terrorisme
sur plusieurs endroits de notre territoire avec l'appui des forces internationales telles que Barkhane, avec l'appui de la force conjointe du G5 Sahel et évidemment les FAMA. Et nous savons qu'aujourd'hui, et nous nous en réjouissons d'ailleurs, les partenaires à la paix, qui sont les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, sont disposés à participer à la sécurisation du scrutin. Donc ce sont là de bonnes nouvelles. Et pour ce faire, je dois vous dire que nous sommes très heureux de voir que le mécanisme opérationnel de coordination, qui est un outil essentiel pour cela, est installé à Kidal et à Tombouctou. Alors nous sommes sur la bonne voie. Pour ce qui concerne le centre, il y a le programme de sécurisation intégrée des régions du centre, qui est conduit de manière holistique sur le plan des infrastructures, sur le plan du retour de l'administration, du déploiement d'un dispositif policier et d'un dispositif militaire pour tenir tout cela. Et c'est un ensemble d'efforts qui va concourir à ce que le scrutin puisse être sécurisé et qu'il puisse être le moins reprochable possible. Alors vous dites des avancées, mais tout de même, cela fait 3 ans depuis la signature de l'accord d'Alger, un document qui peine toujours à s'appliquer. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre de cet accord d'Alger? Le secrétaire général des Nations Unies était au Mali il y a quelques jours. Ouais, Antonio Guterres. Il était au Mali il y a quelques jours et il a fait le constat avec nous de formidables avancées concernant l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous savez, pour qu'un conflit armé s'arrête, il faut déjà que psychologiquement les acteurs du conflit soient dans de bonnes dispositions. Nous avons signé l'accord pour la paix et la réconciliation et aujourd'hui il y a un fait que personne ne remarque au Mali, c'est qu'il n'y a plus de belligérance entre les signataires de l'accord. Il n'y a plus de belligérance entre le Mali et les groupes armés qui lui étaient opposés. Mais il y a toujours les attaques terroristes. Il n'y a plus de belligérance entre les groupes armés eux-mêmes. Mais nous n'avons pas signé un accord de paix avec les terroristes, si mes souvenirs sont exacts. Nous avons signé un accord de paix avec des mouvements armés qui étaient dans une logique de revendication armée. Alors ça veut dire que l'accord d'Alger ne peut pas tout résoudre. Et cela est un fait. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui que même les personnels militaires de ces mouvements armés aujourd'hui se placent sous le commandement des chefs militaires de la République du Mali, des chefs militaires de l'armée régulière. Et je vous ai parlé de la mise en place du MOC à Kidal. C'est un événement extrêmement important. Je vous ai parlé de la mise en place du MOC à Tombouctou, un événement également très important. Et les progrès réels qui sont constatés dans l'enregistrement des ex-combattants dans la région de Tombouctou. Tout cela avance. Vous savez, un conflit armé... Cela avance, mais vous comprenez que la population, elle, ce qu'elle voit, c'est la récurrence de ces attaques terroristes qui continuent, qui se poursuivent sur le territoire malien. Et sur d'autres territoires. Le phénomène terroriste s'exerce sur l'ensemble de la surface de la Terre. Bien sûr, on parle ici du Mali. Ça, vous le savez bien. Et donc, il ne faut pas singulariser le Mali comme étant le réceptacle de toutes les actions terroristes du monde. Le terrorisme qui s'exerce au Mali est combattu de la manière la plus vigoureuse, je vous l'ai dit, par plusieurs forces qui interviennent. Et il est clair que les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord seront une partie de la solution pour résorber le phénomène terroriste sur le territoire malien. Parce que nous allons faire la part des choses entre ceux qui sont dans un processus de paix pour stabiliser le Mali et ceux qui sont opposés à ce processus de paix et opposés à la République. Donc nous les combattrons avec tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, en première ligne de cette lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, a décidé de se représenter, de briguer un second mandat. Sur quel bilan peut-il se reposer puisqu'il n'a pas réussi finalement à endiguer complètement cette insécurité? Est-ce que les Maliens vont encore faire confiance au président Ibrahim Boubacar Keïta? Pour continuer sur la question sécuritaire, vous avez vu le dynamisme et toute l'action diplomatique du président Ibrahim Boubacar Keïta au service de la force conjointe du G5 Sahel, qui fait partie du dispositif choisi par 5 États pour lutter contre le terrorisme. Je voulais vraiment souligner cela, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un acquis pour le président de la République et c'est un acquis pour les 4 autres pays du G5 Sahel. Concernant le bilan du président de la République, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Mali
ayant subi la crise la plus profonde et la plus violente de son histoire à partir de 2012, aujourd'hui, présente un visage qui est quand même, en tout cas pour nous, chacun peut avoir son opinion, mais nous estimons que le travail qui a été accompli est simplement extraordinaire. Nous avons réussi à sauver notre économie, entre 5 et 6% de points de croissance depuis 2014. Nous avons réussi à maintenir la lancée du renforcement du dispositif agricole du Mali pour nous hisser au niveau de premier producteur de coton en Afrique. Nous avons réussi en 2017 à produire un excédent céréalier de 3 800 000 tonnes. Nous couvrons nos besoins, nous sommes excédentaires. Nous avons augmenté les salaires de plus de 20%. Nous avons remis notre armée en niveau avec une loi de programmation militaire qui a été votée en février 2015. Mais la première priorité restait quand même le retour à la sécurité. Mais vous savez, madame, le retour à la sécurité, c'est un processus. Quand un État aujourd'hui, comme le Mali, en crise, consacre 22% de ses ressources budgétaires à la lutte contre le terrorisme, c'est un effort qu'il faut apprécier. Et je vous dis, nous avons accompli de réels progrès. L'armée malienne est aujourd'hui dans une posture offensive, à tel point que certains nous accusent d'exaction, nous accusent de beaucoup de choses. Tout cela sera pris en charge par les autorités compétentes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur le plan sécuritaire, nous avons mis en place le dispositif qui doit nous conduire à la victoire. Mais je voudrais quand même vous rappeler que nous sommes un pays, au milieu de tant d'autres, qui eux aussi souffrent de ce phénomène-là. Donc, je ne pourrais pas vous suivre dans la logique qui consiste à faire du Mali l'épicentre des phénomènes terroristes dans notre région. Le Mali a subi cela, nous ne l'avons pas inventé. Et je puis vous dire, et cela est connu, nous y faisons face avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'engagement. Tieman Hubert Coulibaly, vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.